J'avais consacré 20 ans de ma vie à cette entreprise. Depuis mon premier jour comme responsable marketing, j'avais bâti patiemment notre réputation, client après client. Je connaissais chaque campagne, chaque slogan qui avait fait notre succès. Mais ce matin-là, dans cette salle aux murs vitrés du 10e étage, tout s'est effondré en quelques phrases. La nouvelle directrice, parachutée par le groupe américain qui venait de nous racheter, parlait de restructuration, de nouvelles images, d'approches disruptives. Ma vision, selon elle, appartenait au passé. Mon expertise n'était plus pertinente. Pour l'avenir qu'elle envisageait, j'ai rassemblé mes affaires en silence. Mes mains tremblaient légèrement en plaçant les photos de mes enfants dans un carton usé. En traversant l'open space, j'ai salué mes collègues d'un signe de tête. Ils détournèrent le regard, peut-être par malaise ou par culpabilité. Certains semblaient déjà calculer comment tirer profit de mon départ. L'agence que j'avais contribué à construire me rejetait comme un corps étranger, et cette réalité me frappait plus durement que prévu. J'ai pris l'ascenseur, les portes se refermant sur un chapitre que je n'avais jamais imaginé voir se terminer ainsi. Ce soir-là, dans mon appartement du 11e arrondissement, je me suis assis devant mon bureau, fixant l'écran vide où autrefois naissaient des concepts qui avaient fait la renommée de notre agence. L'appartement était silencieux. Claire se déplaçait avec précaution, percevant mon humeur sans chercher à forcer la conversation. Elle savait que les mots seraient inutiles ce soir-là. Dans ma tête défilaient les campagnes, les présentations, les nuits blanches à peaufiner chaque détail, me demandant si j'avais vraiment échoué à évoluer avec mon temps, ou si l'entreprise avait simplement décidé de sacrifier l'expérience sur l'autel de la nouveauté. Paris s'illuminait progressivement sous ma fenêtre. Les lumières habituelles des immeubles haussmanniens s'allumaient une à une, comme chaque soir. Cette ville avait été le témoin de mon ascension professionnelle et assistait maintenant à ma chute. Je me suis servi un verre de Bordeaux, celui que je gardais pour les occasions spéciales. N'était-ce pas une occasion, après tout? La fin d'une époque méritait bien un grand cru. Je sentais monter en moi un mélange de colère et d'incrédulité. Comment pouvait-il effacer 2 décennies de loyauté en une matinée? Une partie de moi voulait les appeler, exiger des explications plus convaincantes, mais ma fierté m'en empêchait. Je ne supplierais pas pour une place qu'on m'avait arrachée sans hésitation. Le téléphone est resté silencieux ce soir-là. Pas d'appel de collègues solidaires, pas de message d'encouragement. Juste le vide, comme si j'avais déjà été effacé de leur mémoire collective. Claire a posé sa main sur mon épaule avant d'aller se coucher, me laissant seul avec mes pensées. Je savais qu'à 53 ans, retrouver un poste équivalent serait difficile. Le marché privilégiait la jeunesse, l'innovation rapide, les compétences numériques que j'avais peut-être négligées. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, jusqu'à l'aube, entre amertume et introspection, cherchant où j'avais pu manquer les signes avant-coureurs de mon obsolescence professionnelle. 3 semaines s'écoulèrent, avant que mon téléphone ne sonne enfin. C'était Mathilde, la directrice artistique avec qui j'avais collaboré pendant plus de 10 ans. Sa voix trahissait une nervosité inhabituelle. « Tu as un moment pour prendre qu'un café ?» J'ai accepté, bien que la curiosité se mêlât à un goût amer dans ma bouche. Le lendemain, au café des éditeurs près de Saint-Germain, elle m'a tout avoué. La nouvelle direction s'enlisait dans des décisions contradictoires. L'agence perdait des clients historiques. La campagne pour Beauval, celle que j'avais initiée avant mon départ, avait été abandonnée au profit d'un concept que le client avait rejeté 3 fois déjà. « Ils ne comprennent pas le marché français », murmurait-elle en remuant nerveusement son espresso. « Leur méthode américaine ne fonctionne pas ici, mais personne n'ose le dire. » Je lui ai donné quelques conseils mesurés, attentif à ne pas paraître revanchard, mais au fond de moi, une petite flamme de satisfaction s'allumait malgré ma compassion pour mes anciens collègues. Dans les jours qui suivirent, d'autres appels arrivèrent. Des personnes avec qui j'échangeais à peine lorsque j'étais en poste me sollicitaient maintenant désespérément pour des conseils. Ils défaisaient méthodiquement des années de travail sans en comprendre les fondements. Les relations clients que j'avais soigneusement cultivées, basées sur la confiance et la connaissance profonde de leur identité, étaient remplacées par des approches standardisées venues tout droit de New York. Je les aidais du mieux possible, par loyauté envers les équipes, non envers cette nouvelle direction, mais je savais qu'ils s'enfonçaient déjà dans des sables mouvants. Sur LinkedIn, je suivais discrètement l'hémorragie. Plusieurs talents quittèrent le navire. Les clients exprimaient publiquement leur mécontentement.
Des concurrents que nous avions toujours devancés récupéraient nos comptes les plus prestigieux. Observant ce naufrage à distance, j'éprouvais un mélange contradictoire de tristesse et de validation. Je n'avais jamais souhaité cet échec, mais une partie de moi avait besoin de savoir que ces années n'avaient pas été vaines, que l'équilibre que j'avais construit n'était pas si facilement remplaçable par des formules importées. Un soir, en rentrant du marché de la Bastille, j'ai croisé Julien, notre ancien directeur financier, assis seul à la terrasse d'un bistrot. Il m'a fait signe de le rejoindre. Après 2 verres de vin, sa langue s'est déliée. « Tu sais pourquoi ils t'ont viré ?» a-t-il demandé sans préambule. « Ta réputation. Les clients t'écoutaient plus que l'agence elle-même. Quand le groupe américain a racheté, ils ont exigé ton départ pour pouvoir imposer leur vision sans résistance. » Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était donc pas une question de compétence ou d'adaptation, mais de pouvoir et de contrôle. Cette nuit-là, allongé sur mon lit, j'ai revécu mentalement les derniers mois avant mon licenciement. Les réunions où mes suggestions étaient soudain remises en question, les décisions prises sans me consulter, les regards entendus lors des visites du groupe américain. Les signes étaient là, mais je les avais interprétés comme de simples ajustements organisationnels. J'avais été naïf, trop confiant dans ma position. À côté de moi, Claire dormait paisiblement. Je n'avais pas encore trouvé le courage de lui dire que nos économies fondaient plus vite que prévu, que les entretiens d'embauche se soldaient systématiquement par des « nous cherchons un profil plus digital ». À 53 ans, j'étais devenu invisible sur un marché qui m'avait autrefois célébré. Un mardi matin, alors que je répondais à des offres d'emploi sans grande conviction, mon portable a vibré. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. J'ai failli l'ignorer, classé des démarcheurs téléphoniques, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. À ma grande surprise, c'était elle, Audrey Fontaine, la directrice qui m'avait remercié 2 mois plus tôt. Sa voix habituellement assurée semblait tendue, presque hésitante. « Nous rencontrons quelques difficultés imprévues », a-t-elle, admis après un bref préambule. « Plusieurs clients historiques menacent de partir. Beauval a rompu son contrat hier. » Elle a marqué une pause, comme si elle cherchait ses mots. « Accepteriez-vous de venir discuter d'une possible collaboration ponctuelle ?» En tant que consultant externe, bien entendu. Le silence s'est installé entre nous. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, un mélange d'indignation et d'une étrange satisfaction. J'ai inspiré profondément avant de répondre. « Des consultants plus compétents », ai-je cité calmement, reprenant ses propres mots du jour de mon licenciement. Un malaise palpable s'est fait sentir à l'autre bout de la ligne. Première fissure dans son assurance professionnelle. Elle a mentionné un tarif journalier généreux, évoqué des termes censés flatter mon ego et mon pragmatisme. J'ai demandé un temps de réflexion, bien qu'au fond de moi, je connaissais déjà ma réponse. Ce soir-là, j'ai arpenté les quais de Seine, tentant d'éclaircir mes pensées. La ville s'animait autour de moi, indifférente à mon dilemme. Les bateaux-mouches déversaient leurs flots de touristes, les terrasses des cafés se remplissaient, malgré l'air frais d'octobre. J'ai repensé aux sacrifices consentis pendant ces années, les anniversaires des enfants manqués, les vacances écourtées, les dimanches passés à peaufiner des présentations. Revenir dans ces locaux, même en consultant, me semblait comme renoncer à quelque chose de précieux. Ma dignité, peut-être. Pourtant, je savais aussi que les équipes souffraient et que mon absence contribuait à cette situation. En rentrant à l'appartement, Claire a immédiatement perçu mon trouble. « Ils t'ont appelé, n'est-ce pas ?» Sa perspicacité me surprenait. « Toujours. Nous avons discuté jusqu'à tard, pesant le pour et le contre. Tu n'as rien à leur prouver, a-t-elle souligné, caressant doucement ma main. Mais peut-être as-tu quelque chose à te prouver à toi-même. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité, j'ai contemplé le plafond, remâchant l'ironie de la situation. Il m'avait écarté comme un vestige encombrant du passé, et maintenant, il me rappelait pour réparer leurs erreurs. Une partie de moi savourait cette revanche, voulait les faire attendre, négocier fermement, montrer ma valeur. Une autre partie, plus profonde, s'inquiétait pour Mathilde, Éric, Thomas et tous ceux qui m'avaient contacté ces dernières semaines. Des collègues devenus des amis au fil des années, maintenant pris en otage dans un conflit de visions qu'ils n'avaient pas choisi. À l'aube, ma décision était prise. J'ai appelé Audrey avant même mon premier café. J'accepte, mais à mes conditions. Ma voix était ferme, sans animosité, mais sans compromis non plus.
Je viendrai 3 jours par semaine, à mon tarif, avec une autonomie totale sur les dossiers que je traiterai. Je ne participerai à aucune réunion avec votre groupe américain. Et je communiquerai directement avec les clients concernés. Le silence à l'autre bout m'a confirmé sa surprise face à cette assurance retrouvée. Très bien, a-t-elle finalement concédé. Nous vous attendons demain à 9 heures. En raccrochant, j'ai ressenti une émotion complexe. Ni triomphe ni résignation, mais quelque chose entre les deux. Je retournais sur un champ de bataille que je n'avais jamais vraiment quitté en esprit, mais cette fois-ci, je n'étais plus un général déchu. J'étais un mercenaire, libre de mes mouvements et de mes choix. Et cette liberté, aussi précaire soit-elle, me semblait soudain inestimable. Je suis entré dans le bâtiment le lendemain matin, éprouvant un étrange mélange de familiarité et de distance. L'immeuble haussmannien du 8e arrondissement n'avait pas changé, mais quelque chose dans l'atmosphère semblait différent. À l'accueil, Gisèle m'a accueilli avec un sourire rayonnant, presque soulagé. « Ils t'ont enfin... rappelé ?» a-t-elle murmuré en me tendant un badge visiteur temporaire. Un rappel visuel de mon nouveau statut. Les visages s'illuminaient à mon passage, comme une vague silencieuse de soulagement parcourant l'open space. Audrey m'attendait dans le hall, sa poignée de main plus ferme que nécessaire, ses yeux tentant de masquer un malaise évident. En maths senseur, traversant les espaces de travail, j'ai constaté le chaos de mes propres yeux. Équipe désorganisée, dossiers éparpillés, l'énergie créative remplacée par une tension palpable. Sur les murs, de nouveaux slogans corporate en anglais remplaçaient nos anciennes réalisations. Think bold, act bolder. Une ironie qui ne m'échappait pas. Dans la salle de crise, j'ai étudié les briefs et les rapports clients. La situation était pire que ce que j'imaginais. Des campagnes cohérentes avaient été fragmentées sans considération pour l'identité des marques. Des approches standardisées avaient remplacé le sur-mesure qui avait fait notre réputation. Beauval, notre client historique depuis 15 ans, avait rompu son contrat après une présentation catastrophique. 3 autres clients majeurs menacèrent de suivre. « Expliquez-moi ce qui s'est passé avec Beauval », ai-je demandé à l'équipe, réunie autour de la table. Les regards se sont tournés vers Audrey qui a feuilleté nerveusement son dossier. Nous avons proposé une approche plus internationale. Il n'était pas prêt. J'ai réprimé un soupir. Beauval, fabricant de mobilier haut de gamme ancré dans le terroir français, vendant l'excellence artisanale, et on leur proposait une stratégie standardisée pour séduire une clientèle mondiale qu'ils ne cherchaient même pas à atteindre. J'ai passé les 12 heures suivantes immergé dans le travail, guidant les équipes, restaurant des approches abandonnées, démêlant ce qui pouvait encore être sauvé. J'ai appelé personnellement le directeur de Beauval, un homme avec qui j'avais partagé d'innombrables déjeuners au fil des ans. « Jean-Philippe, c'est Antoine. Oui, je suis de retour, temporairement. Pourrions-nous discuter de votre décision ?» Sa voix s'est adoucie immédiatement. « Pour toi, je peux accorder un délai, mais il nous faut du concret, du vrai, pas ces fadaises américaines. » À minuit passé, l'équipe créative avait produit une nouvelle maquette fidèle à l'ADN de Beauval. Les gens souriaient timidement, épuisés mais revigorés. J'ai regardé autour de moi ces visages familiers qui semblaient avoir vieilli en quelques semaines. Mathilde m'a serré brièvement l'épaule en partant. « Merci d'être revenu », a-t-elle dit simplement. Je suis resté seul dans la salle de réunion, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient par la fenêtre. Cette scène, moi travaillant tard dans ces bureaux, avait été mon quotidien pendant des années. Pourtant, quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus responsable de tout. Je n'avais plus à porter le poids de l'agence sur mes épaules. Cette distance nouvelle me donnait une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Claire endormie sur le canapé, un livre ouvert sur sa poitrine. Elle avait essayé de m'attendre. Je l'ai couverte d'un plaid sans la réveiller touchée par ce geste. À la cuisine, j'ai trouvé une assiette préparée avec un mot. « Quel que soit ton choix, je suis fier de toi. » J'ai mangé en silence, pensant à la journée écoulée, à cette étrange position dans laquelle je me trouvais maintenant, ni vraiment dedans, ni totalement dehors. Le sauveur temporaire d'une institution qui m'avait rejeté. Le paradoxe ne m'échappait pas, mais pour la première fois depuis mon licenciement, je me sentais en paix avec cette situation ambiguë. Au fil des semaines, je suis devenu une figure, ambivalente dans l'agence, quelque part entre sauveur et rappel vivant d'une erreur stratégique.
Audrey tentait de présenter mon retour comme un pivot réfléchi, mais le personnel connaissait la vérité. Les consultants américains s'effaçaient progressivement, leur présentation PowerPoint remplie de graphiques sophistiqués restant abandonnés sur le serveur. Dans les couloirs, les regards se tournaient vers moi pour obtenir direction et validation. Je la leur donnais, mais avec précaution. Cette fois-ci, je traçais des frontières claires entre ma vie professionnelle et personnelle. Je quittais le bureau à 18h30, quels que soient les dossiers en cours. Je prenais de vrais week-ends, découvrant avec surprise que Paris regorgeait d'expositions et de concerts que j'avais négligés pendant des années. Claire et moi avons redécouvert le plaisir des longues promenades dominicales dans le Marais, des déjeuners improvisés en terrasse. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais dû perdre mon emploi pour retrouver une forme d'équilibre. Dans les moments calmes au bureau, je me surprenais à réfléchir à ce qui m'avait conduit ici. Ma valeur ne résidait pas uniquement dans les campagnes que j'avais conçues ou les clients que j'avais fidélisés, mais dans ma façon de maintenir une cohérence, discrètement, sans reconnaissance particulière. Je réalisais que j'avais laissé l'entreprise définir ma valeur trop longtemps. Même maintenant, leur besoin soudain de moi restait transactionnel, jamais personnel. Cette prise de conscience m'accompagnait chaque jour comme un mantra silencieux. Un mardi matin, j'ai reçu un appel de Thomas Renard, directeur d'une agence concurrente. « J'ai entendu que tu faisais du conseil maintenant. Nous aurions besoin de ton expertise sur certains dossiers. » Sa proposition était généreuse, le travail intéressant. Pour la première fois depuis mon licenciement, j'ai réalisé que d'autres options s'ouvraient à moi. Je n'étais pas condamné à choisir entre retourner chez mon ancien employeur ou disparaître professionnellement. Lors d'un déjeuner avec Mathilde sur une terrasse près de l'Opéra, j'ai partagé mes réflexions. « Je pense qu'ils vont te proposer de revenir définitivement », a-t-elle dit entre deux bouchées de salade niçoise. Audrey prépare le terrain avec le groupe américain. J'ai hoché la tête, peu surpris, mais étrangement détaché. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle insisté, me scrutant par-dessus ses lunettes. La question m'a frappé par sa simplicité et sa profondeur. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Cette question m'a accompagné pendant les jours suivants. Dans mon petit bureau temporaire, j'ai commencé à esquisser une réponse sous forme de proposition. Non pas pour réintégrer l'entreprise, mais pour accompagner une transition vers mon départ définitif, cette fois selon mes conditions. Je voulais laisser une structure qu'ils pourraient maintenir sans moi, une contribution finale, avant de tourner définitivement cette page. Il ne s'agissait plus de vengeance ou de prouver quelque chose, mais de reprendre le contrôle de mon propre récit. Quand Audrey m'a finalement convoqué pour me proposer un retour officiel, directeur de la stratégie client, avec un bureau plus grand et une équipe dédiée, j'étais prêt. J'ai sorti ma contre-proposition. 6 mois de consultation à temps partiel pour former une nouvelle génération de responsables, restructurer les processus clients, puis un départ progressif. Son visage s'est figé dans une expression de surprise mêlée d'incompréhension. « Vous refusez de revenir ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Après tout ce que nous avons traversé ?»« Ce n'est pas un refus, » ai-je répondu calmement. « C'est une autre voie. Vous n'avez pas besoin de moi indéfiniment. Vous avez besoin que je vous aide à créer un système qui fonctionne sans moi. » En sortant de son bureau, j'ai croisé Eric dans le couloir. Son regard interrogateur m'a suivi alors que je me dirigeais vers la terrasse pour respirer l'air, frais du printemps qui commençait à réchauffer Paris. Je n'étais plus en colère, ni même amer. J'avais trouvé quelque chose de plus précieux que la validation professionnelle, une clarté sur ce que je voulais réellement pour la suite de ma vie. 6 mois plus tard, j'ai franchi les portes vitrées de l'agence une dernière fois, par choix cette fois-ci. Les systèmes étaient stabilisés, les équipes formées, et l'entreprise avait survécu à sa tempête. Beauval était revenu, suivi par 2 autres clients historiques. Les méthodes américaines avaient été adaptées plutôt qu'imposées, créant un hybride qui semblait fonctionner. Audrey m'a serré la main avec une gratitude sincère, une humilité dans son regard qui n'y était pas auparavant. Nous savions, tous deux, que c'était la dernière fois. La veille, l'équipe m'avait organisé un pot de départ dans ce petit bistrot de la rue de la Paix où nous célébrions autrefois nos victoires. Les discours étaient simples, authentiques. Mathilde avait même versé quelques larmes en évoquant nos années de collaboration. J'avais regardé ces visages familiers, certains nouveaux aussi, en réalisant que l'agence continuerait sans moi, différemment peut-être, mais elle continuerait. Et étrangement,
cette pensée ne me blessait plus. En sortant sur le boulevard, Haussmann baignait de soleil. J'ai ressenti un poids se détacher de mes épaules. Je ne portais plus cette douleur sourde du licenciement, ni ce besoin fébrile de prouver ma valeur. Mon téléphone vibrait déjà avec des offres d'autres agences qui avaient observé de loin, mais je l'ai laissé sonner dans ma poche. Pour la première fois depuis longtemps, je voulais respirer, me reconnecter avec les parties de ma vie que j'avais négligées dans ma quête professionnelle. Claire m'attendait au café de Flore, son visage s'illuminant quand elle m'a aperçu. « Alors, c'est fait ?» a-t-elle demandé alors que je m'asseyais face à elle. J'ai hoché la tête, commandant un café serré au serveur qui passait. « Comment te sens-tu » Sa question était simple mais profonde. « Léger », ai-je répondu après. Un moment de réflexion. Comme si je venais de poser un sac que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié son poids. Ce soir-là, assis avec ma famille autour de notre table à manger, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une paix intérieure que je ne savais pas avoir perdue. Notre fils aîné, Maxime, rentré de Bordeaux pour le week-end, parlait avec animation de ses projets universitaires. Lucie, notre cadette, montrait les croquis de son nouveau portfolio pour son école d'art. Claire souriait en nous observant, son regard croisant parfois le mien avec une complicité renouvelée. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Thomas Renard. Son offre de consultation était toujours valable, mais il avait ajouté une proposition. Donner des cours à l'école de communication de Paris. Il cherche quelqu'un avec ton expérience, quelqu'un qui a vécu les hauts et les bas du métier. 2 jours par semaine, le reste en freelance. Qu'en penses-tu? J'ai regardé par la fenêtre de notre appartement. Les toits de Paris s'étendaient devant moi, familiers et pourtant toujours pleins de promesses. À 53 ans, je découvrais qu'une fin pouvait être un commencement. La perspective de transmettre mon expérience, de guider une nouvelle génération tout en gardant ma liberté, résonnait en moi d'une façon que je n'aurais jamais imaginée 6 mois plus tôt. « Je commence quand ?» ai-je répondu, surpris par l'enthousiasme dans ma propre voix. Le mois suivant, je me tenais devant une classe d'étudiants au regard curieux et affamé de connaissances. Leurs questions, leur énergie, leur vision parfois naïve mais rafraîchissante du métier, tout cela m'a rappelé pourquoi j'avais aimé ce domaine en premier lieu. Entre mes cours et mes missions de conseil choisies avec soin, j'avais trouvé un nouvel équilibre. Les cicatrices de mon licenciement s'estompaient, remplacées par les contours d'une identité professionnelle réinventée. Un soir d'automne, en rentrant d'une journée de cours, j'ai croisé par hasard Audrey dans un café près de l'Opéra. Nos regards se sont croisés, un moment de surprise partagée. Elle a hésité, puis s'est approchée de ma table. « Vous semblez bien », a-t-elle remarqué en s'asseyant face à moi, sur mon invitation. « Je le suis », ai-je confirmé sans amertume. « Et l'agence ? Différente, stable, pas la même sans vous, mais viable. » Nous avons parlé brièvement, poliment, comme 2 étrangers partageant un passé commun, mais des futurs distincts. La regardant partir, j'ai réalisé que l'entreprise qui avait occupé le centre de mon existence pendant 20 ans n'était plus qu'un chapitre dans mon histoire. Important, formateur, mais terminé. Et cette conclusion, loin d'être une défaite, était peut-être la plus grande victoire de ma carrière.